Quel pays sera ma prochaine destination? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et vous le savez, sur ce podcast, on a fait énormément d'épisodes sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat. Mais voilà, bye patron, beaucoup de personnes veulent dire bye bye patron pour voyager. Et j'ai eu cette idée en me levant ce matin. Voilà, samedi matin, j'ai plein d'épisodes d'avance. J'aurais pu faire la feignasse et dire je vais tout simplement faire une petite intro et poster le podcast et je pourrais profiter de mon week-end. Mais je suis en repos et vous savez, j'ai du mal à me reposer. Donc voilà, j'ai pensé à un épisode top 15 des pays que j'ai visités, des raisons d'y aller, les points négatifs. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? Moi, je me rappelle très longtemps. J'ai toujours travaillé, je travaille encore bien entendu, mais et plus que jamais. Mais en tout cas, quand on rentre de voyage, souvent, si on n'a pas un autre voyage programmé, on commence un peu à déprimer. Le premier truc qu'on fait, c'est on dit bonjour à ses collègues ou on check ses mails et ensuite, boum, direct Google Flight. Enfin moi, c'était toujours comme ça que je faisais. Donc je me suis dit que c'est une bonne idée de vous faire mon top 15 des destinations de voyage où j'ai été. Alors c'est plutôt les 5-6 dernières années. J'ai dû enlever pas mal de pays. D'abord je voulais faire un top 10, mais top 10 il y a des pays qui ne rentraient pas. Donc je me suis dit je vais faire un top 15. Donc voilà, c'est vrai que le podcast, il avait toujours pour ambition liberté, immobilier, gros billets. Donc là, on va parler gros billets. Il faut en faire pour voyager parce que ça coûte très cher. J'ai un budget qui coûte plus que le prix d'une voiture neuve chaque année en voyage. Et pourtant, j'ai voyagé qu'une fois en business class, mais c'est surtout la fréquence et la répétition qui fait que c'est cher. Et puis la liberté, beaucoup de personnes veulent voyager pour justement quitter leur emploi pour travailler d'où elles veulent, ou alors pour vraiment ne plus travailler et pouvoir tranquillement profiter de la vie aux quatre coins du monde. Donc je me suis dit que c'était bien de vous faire un petit top. Il y a des pays où j'ai été qui étaient hyper communs. Il y a des pays un peu plus confidentiels, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée du top 15. Sinon, j'ai pas grand-chose à vous raconter pour une fois en introduction. C'était la semaine un peu de recovery après le week-end à Chamonix. Forcément, ça nous a pris pas mal de temps d'organiser ça. Et pendant ce temps, il y a tout qui se cumule, notamment les podcasts. Je dois en publier un par semaine. Également, nos chers élèves et membres du Club Invest qu'on accompagne tout au long de l'année, on les a très régulièrement au téléphone ou en visio. Et donc tout ça, forcément, il faut rattraper un peu. C'est pas vraiment du retard, mais faire le boulot. Sinon, juste d'un point de vue IMO et gros billets, en fait, c'est un peu sur base des épisodes que j'ai eu. J'ai eu pas mal de personnes là qui déléguaient. Moi, je sais pas, vous le savez probablement, j'habite à l'étranger. J'ai des biens à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Et en fait, j'y allais très souvent pour faire les visites. Pour pour les achats, c'était assez simple parce qu'en général, j'allais chez le notaire et ensuite je faisais visiter et je louais directement. Là, il y a plus, maintenant, il y a les lots. On a plusieurs dizaines de locataires qui, de temps en temps, ils partent, etc. Et là, je vais essayer de louer en fait en passant par quelqu'un qu'on connaît pour faire les visites, de m'occuper de toute la partie un peu tout ce qu'on peut faire à distance, le faire à distance, et puis faire la visite, prendre quelqu'un que je connais, parce que les agences immobilières, j'en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts, mais que ce soit à la fois avec on a essayé dans 3 pays, je pense, Michel et moi, 3 pays, 5-6 villes où on a des biens. Et en fait, ça se passe jamais bien. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, le temps n'est pas le même pour eux que pour nous. Pour eux, s'ils louent en 2 semaines, ça leur va. Alors que pour nous, 2 semaines, c'est déjà un demi-loyer de perdu. Donc au moins, on va dire 300 €, sachant qu'on doit en plus les payer. Donc, et puis que les locataires qui choisissent, c'est pas toujours les meilleurs parce qu'ils veulent toucher leur commission. Donc dès lors que quelqu'un fait le taf, hop, ils vous le mettent. Donc on est en train de tester ça. Là, on a 3 appartements qui vont se libérer dans le mois à venir. Donc on est en train de tester. Je vous ferai un retour. Sinon, si vous voulez des gros billets, vous allez sur mon site www.grosbillets.com. J'ai une formation sur comment j'ai fait quasiment 7 000 € là, en 3 mois et demi avec ma résidence principale sur Airbnb. Une formation sur le podcast, comment ça peut vous changer de vie. Et bien sûr, il y a une semaine là, on était à 25 pour un super week-end. Et tout ça, c'est grâce au podcast. Une formation sur négocier, une formation sur le dossier bancaire. Et bien sûr, il y a le podcast privé. Le podcast privé, il est très, très lourd. Franchement, chaque épisode qu'on fait, c'est de l'or. C'est de l'or. Vraiment, on a eu des banquiers, des conseillers en gestion de patrimoine. On va parler vente aux enchères très bientôt. Là, j'ai booké
l'enregistrement du podcast. On va parler ANA, travaux subventionnés par l'ANA. On avait déjà fait un autre épisode avec des subventions. Eric, l'expert en bâtiment, les avocats. Je vais faire un épisode aussi. En fait, je vais faire 2 épisodes avec mon expert comptable, qui est un de mes meilleurs amis. Si vous avez des questions que vous voudriez que je lui pose, n'hésitez pas à m'écrire, à me faire un retour. Donc Instagram, Telegram. Vous connaissez ou mail info@byebyepatron.net. Et si vous avez des questions, si un jour vous voulez que je traite des sujets où vous en êtes, si vous avez peut-être un problème avec vos investissements, avec votre patrimoine, et que vous voulez que je le traite dans un épisode spécial, questions ou des questions sur moi, si vous voulez, si c'est pas trop de ma vie privée, vous me faites, pareil, vous me faites un petit mail info@byebyepatron.net. Tous les liens sont toujours dans la description sur mon site grosbillet.com. De grosbillet.com, vous pouvez aller partout. Podcast privé, Club Invest, si vous voulez qu'on vous suive. C'est pas sûr qu'on ait de la place parce que là, on a eu pas mal de... On était déjà bien bookés et puis on a eu pas mal de nouveaux qui sont super bons, bravo à vous. Et puis, si vous voulez m'écrire, pareil, Telegram, tout ça, www.grosbillet.com. Et on attaque avec l'épisode du jour, mon top 15 des pays. Je voulais juste faire une petite parenthèse. L'épisode avec Clément Yudek, forcément, c'est l'invité le plus clivant que j'ai. On aime ou on déteste. Il y en a qui... J'ai eu pas mal de... J'avais déjà eu des problèmes, en fait, lorsque j'avais publié le premier épisode avec lui. Mais voilà, un personnage que j'apprécie son énergie, j'apprécie un peu la fougue, la jeunesse, etc. Pas de regret d'avoir fait l'épisode, mais forcément, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et c'est de temps en temps, se mettre une petite dose comme ça. C'est comme les shots de Red Bull, bam bam, on prend ça. On va pas prendre ça tous les jours, mais ça fait du bien de temps en temps. On attaque avec l'épisode, mon top 15 des pays où j'ai été. Alors forcément, en fonction des pays, il y aura plus ou moins à dire. Il y a des pays que j'ai exclus, notamment les pays limitrophes de la France, parce que je pense que tout le monde a déjà, beaucoup de gens ont déjà été dans plein de ces pays. Sinon, allez-y, c'est pas loin. C'est pas loin. Vous pouvez faire le tour, je sais pas, c'est quoi? C'est Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. En fait, commencez par ça si vous voyagez pas beaucoup. Alors, premier pays de mon top 15, donc à la 15e position, j'ai pris la Suède. La Suède, j'ai pris quelques pays d'Europe quand même parce que c'est pas forcément des voyages courants auxquels on pense. Donc j'ai été en Suède, j'avais fait un road trip de Malmö. Donc Malmö, à la fait, j'avais commencé au Danemark, à Copenhague. Le Danemark, je l'ai pas mis dans mon top, mais donc j'ai commencé à Copenhague et puis donc je suis allé à Malmö, c'est tout au sud du Danemark, de la Suède, pour remonter via la côte ouest sur Stockholm. Alors ce que j'ai énormément apprécié en Suède, et ça va revenir dans plusieurs voyages, vous allez voir, c'est la langue. Moi, je parle anglais plutôt pas mal. Allemand, ça va. Et après, il y a d'autres langues que je parle pas. Et ça nuit énormément à l'expérience. Alors, la Suède, les gens, ils parlent anglais globalement tous. Ça, c'est à peu près tous les pays. Au Danemark, c'est pareil. Pays-Bas, etc. Les pays du nord de l'Europe, en général, parlent pas trop mal anglais, donc ça peut énormément vous aider. Déjà, vous pouvez parler à des gens, parce qu'en fait, c'est souvent ce qui rend un voyage un peu exceptionnel et insolite, c'est de parler aux locaux, pourquoi pas, moi j'avais utilisé souvent des greeters, ça s'appelle Greeter, et les greeters, greeters, je sais pas comment on prononce super bien, ça permet en fait d'avoir c'est un peu des guides bénévoles, mais ce serait un peu le Airbnb du guide. Et ça, j'aime bien parce qu'on rencontre des gens comme ça. Ils vous expliquent vraiment les aspects un peu locaux, les choses qui sont à faire. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce que j'ai apprécié en Suède? Déjà, la sécurité, c'est vraiment un point qui revient assez souvent là maintenant que j'ai fait mon top 15, en sachant qu'en fait, il y a peu de pays où... Alors, je dis pas qu'il y a la France, c'est le pays le plus insécuritaire du monde, mais il y a de la petite délinquance qui est un peu embêtante. Dans d'autres pays, il peut vous arriver des problèmes bien plus importants, mais quand on voyage en toute sérénité, qu'on peut laisser ses affaires dans la voiture, c'est tout bête qu'on peut sortir à pas d'heure, revenir à son hôtel à pied, etc. C'est vraiment très agréable. Donc, ce que j'ai apprécié, ce que vous pouvez faire en Suède si vous y allez, donc à Stockholm, Stockholm, c'est le plus simple parce que vous avez des vols. Très probablement, c'est là où il y a le plus de vols. Vous pouvez aller au musée Nobel, vous pouvez aller au musée de la photo. Vous pouvez aller voir également un bateau dont je vais trouver le nom tout de suite.
et je l'ai trouvé sans chercher sur Internet, le Vasa. Et là-dessus, c'est un bateau qui avait coulé il y a plusieurs siècles et qui a coulé juste en sortant du port. Et de ce fait, vu que la mer, elle est assez, elle a pas trop de bactéries, il a été super bien préservé. Je pense que c'est le musée le plus vu de Suède. Donc voilà, les lacs, c'est super beau, la nature est magnifique. Ce qui est plus embêtant en Suède, et bien sûr, et puis il y avait pas mal d'art un peu partout. Il y a le musée ABBA aussi, mais dans toute la Suède, il y a pas mal d'art dans la rue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'avais été, je crois que ça s'appelait Uppsala. À Uppsala, pareil, il y a un gros château et tout autour, il y avait plein d'œuvres d'art. C'était magnifique. Qu'est-ce que j'ai moins aimé en Suède? J'avais été en été, mais il faisait quand même froid. Soi-disant, c'était exceptionnel. Il faisait super beau, mais le soir, j'avais 2 petites vestes, je m'en souviens. C'est assez cher, mais je pense que c'est en tout cas beaucoup moins cher que le Danemark et beaucoup moins cher que la Norvège. Donc ça reste cher, mais en plus, c'est un voyage qu'on peut faire si on aime bien la nature, etc. Comme mes chers invités, les petits pieds vagabonds, elles ont été en Suède là pas mal de temps avec leur van. Là, c'est top. Vous pouvez en profiter pour pas trop cher, mais dès que vous allez au restaurant ou dans des bars ou les musées, etc., ça peut vite coûter cher. Donc la Suède, numéro 15, j'avais bien aimé. En plus, on avait fini le voyage en famille, c'était sympathique. Je m'étais même baigné à Stockholm, mais l'eau était froide. Donc on attaque avec le pays numéro 14. Alors, numéro 14. Alors, je pense qu'il y a certains qui l'auraient mis en numéro 1. Peut-être ma mère d'ailleurs, que je salue. Numéro 14, j'ai mis l'Islande. L'Islande, j'y étais, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, je pense, 2-3 ans. C'était bien, entre guillemets, parce que c'était pendant les divers confinements, et du coup, il n'y avait pas trop de monde. J'avais pas eu besoin de réserver forcément à l'avance tout le trajet. Donc l'Islande, il y a des points positifs et négatifs, bien entendu. Dans les points positifs, donc le gros point positif, l'eau. Moi, j'adore boire tout ce qui se boit. Non, vous pouvez boire de l'eau partout. C'est un pays très, forcément écologique. Vous avez par exemple une ferme à tomates qui est connue. Vous pouvez consommer la tomate sous toutes ses formes grâce à la géothermie. L'Islande, je pense que c'est le pays, un des 2 pays en tout cas, où j'ai vu les plus beaux paysages de ma vie. J'avais un drone en plus, donc c'était super bien en Islande. C'est assez top le drone. Par contre, donc j'avais fait tout le tour en fait. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix en fait. Soit vous restez dans ce qu'ils appellent le Golden Circle, je crois que ça s'appelle. Soit vous faites tout le tour. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une vraie route qui est la route numéro 1. Et donc, l'Islande, super. Pareil, même point avec la langue. De toute façon, nous, on ne parle pas islandais. Donc, je pense que très peu d'auditeurs parlent islandais ou ça veut me dire 2-3 mots. Ensuite, le point positif hyper sûr. Alors là, vraiment, c'est un des pays les plus sûrs du monde. Pour vous dire, en fait, j'ai eu un problème avec ma voiture et j'ai dû la laisser ouverte pendant plusieurs jours parce que elle fermait plus en fait. Et ça m'a vraiment pas spécialement inquiété alors que parfois elle restait là plusieurs heures avec mes affaires à l'intérieur, y compris mon laptop, etc. Donc pourquoi l'Islande? Donc, ce qui est trop bien en Islande, tout ce qui est, vous le saviez pas, mais on a tous un peu l'âme d'un géologue. Je pense que ça date du temps peut-être de l'école primaire, etc. On étudiait les volcans, etc. Donc c'était vraiment un super voyage. Après, il y a des gros inconvénients. Donc, ce que vous pouvez faire, donc vous faites le Golden Circle. Moi, j'avais pas pu le faire tempête de neige en septembre et la voiture que j'avais louée avait des pneus d'été. Donc, j'étais content. Et après, donc, vous allez à l'est vers Vik. Ensuite, vous pouvez voir des colonnes de basalte, c'est magnifique. Vous pouvez voir des phoques et vous remontez tout au nord. Et en fait, au nord, c'est sûr, j'étais à Húsavík, ça s'appelle. Et là, on peut voir des baleines. Et en fait, à Húsavík, j'étais, je pense, dans l'endroit le plus beau de ma vie. Ça, je m'en rappelle très bien. Donc, c'était des bains. Ils ont des bains qui sont chauffés par la géothermie. Donc, des bains extérieurs. Je voyais la montagne enneigée, le coucher du soleil et la mer dans laquelle le lendemain, on a vu plusieurs baleines. Donc, vraiment, c'était magnifique. Je ne sais plus le nom de ces termes, de toute façon, le terme Húsavík. Je pense qu'à Húsavík, il doit y avoir 2000 habitants. Donc, c'est superbe. Si vous aimez les paysages, si vous aimez le froid, ça va vous plaire.
Moi, j'avais une alternance de neige et pas neige, alors que j'avais été fin septembre. Euh, donc voilà. Après, les points négatifs de l'Islande, les voitures, ça c'est un problème pour tout, enfin en tout cas tous les gens que je connais qui ont été gros problème avec les voitures. Les voitures sont hyper chères en location et moi j'avais eu un Dacia Duster qui était en très mauvais état. Ça m'a vraiment, j'ai eu plusieurs problèmes avec. Par exemple, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence en Islande. Vu que la route elle est surélevée par rapport au je sais pas si c'est enfin, les laves, enfin, par rapport à la terre en tout cas, il y a très peu de végétation, d'arbres, etc. Donc la route est surélevée. Si vous avez un problème avec la voiture, vous pouvez tout simplement pas vous arrêter. Ensuite, j'ai entrouvert la porte, le vent m'a arraché la porte et c'est pour ça qu'après elle fermait plus. Globalement, j'ai eu donc tempête de neige, on était immobilisé en septembre, hein, on n'était pas en décembre. Donc quand je vous dis immobilisé, c'était pas moi qui voulais plus conduire, c'était la route principale était fermée du pays plusieurs heures. Euh, le coût de la vie, c'est cher, hein, c'est hyper cher. Par contre, vous dépensez pas grand-chose parce que vous pouvez pas. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire pour dépenser. Dès qu'on quitte un peu le sud, il n'y a plus trop de restaurants, voire quasiment pas. Et ça, c'est un peu un des problèmes. On achète de la nourriture dans des stations-service. Donc, en fait, vous êtes dans le pays peut-être le plus nature du monde et vous mangez des pâtes avec de l'eau chaude. Et la plupart des gens que j'ai vus font ça. Donc, Islande, gros problème, les conditions météo, mais sinon c'est magnifique. Il y a les colonnes de basalte. Vous pouvez marcher. J'ai marché sur le glacier. Je pense que c'est le glacier le plus grand d'Europe. Bien sûr avec un guide parce qu'il y a des super crevasses. Vous pouvez voir les baleines, les phoques. Mais voilà, le temps, il y en a qui dorment en van. Franchement, je sais pas comment ils font. J'avais un vent avec malgré mon bonnet et une capuche, je sentais le vent qui me rentrait dans les oreilles. Mais donc voilà, très très beau voyage si vous aimez le froid. Moi, j'aime pas spécialement le froid, donc je retiens les paysages, je retiens notamment ce bain-là magnifique où on pouvait même boire un petit coup. Et puis, par contre, je pense pas que j'y retournerai de sitôt. On attaque pays numéro 13. Je vais vous mettre mon petit jingle entre les pays, mais je pense que ça va vite vous saouler si je le fais pour 13. Je pensais qu'avec 15, je tiendrais une heure tout pile. Ça a peut-être débordé, on va voir. Pays numéro 13, le Brésil. Au Brésil, j'étais cette année, notamment grâce au podcast, avec une super équipe, dont Eddie Aloha. Pour ceux qui le connaissent, il va passer sur le podcast. C'est une personnalité en or. Et il a la bonne humeur communicative, il gère super bien. Brésil, pourquoi je l'ai mis aussi bas dans le classement? Gros problème, c'est que je parle pas portugais, quasiment pas. À un moment, je m'étais un peu entraîné, mais en fait, je parle quasiment pas portugais. Donc, j'ai pas pu parler trop aux gens. Et en fait, j'ai rejoint un groupe d'investisseurs. Donc, j'avais fait 2 épisodes de podcast, hein. Il y avait Nicolas, il y avait Florent, il y avait beaucoup d'autres investisseurs, Claire, Kylian. Ouais, je pourrais même pas dire tous les noms, ça sert à rien. Mais en tout cas, c'était top. Mais par contre, en fait, j'ai pas vu assez. Je suis pas resté assez longtemps. J'étais en fait que à Rio. Donc très difficile de se faire un avis. Rio, c'est magnifique, hein. C'est comme on l'imagine avec les Copacabana et Ipanema. Et l'ambiance, elle est extraordinaire pendant le carnaval. C'était vraiment un événement, je pense qu'il faut voir une fois dans sa vie, ce carnaval de Rio. Point négatif, donc ça c'est pour moi, c'est le portugais. Bon, ça, c'est comme ça, hein. Faudrait que ça se bosse. En fait, je m'étais dit que j'allais m'entraîner à l'espagnol et au portugais avant de retourner en Amérique du Sud, mais ça s'est décidé au dernier moment. Point négatif, c'est quand même l'insécurité. On la sent, on la voit. Plusieurs personnes avec qui j'étais dans le voyage se sont fait voler leur téléphone. Donc voilà, c'est un peu le gros problème, je pense, de l'Amérique du Sud en général. Mais faut faire attention, et même si on fait attention, on n'est pas toujours à l'abri. Après, ça n'empêche pas que c'est vraiment une destination à voir. Mais j'ai pas pu la mettre plus loin parce que j'ai pas assez découvert Rio. Puis mine de rien, c'est super loin, donc je suis pas sûr d'y retourner de sitôt au Brésil. À voir. Numéro 12, on part en Asie. J'ai pris Singapour. Donc il y a plusieurs pays d'Asie où j'ai été que j'ai exclu de stop pour différentes raisons. J'ai exclu la Thaïlande, la Malaisie, Bali aussi. Mais Singapour, je l'ai inclus. Pourquoi? En fait, c'est le contraste. Moi, j'avais déjà été, par exemple, en Thaïlande et en Inde.
avant d'arriver à Singapour. Et quand on arrive à Singapour, c'est le New York de l'an 2000, quoi, de fin des années 90-2000, je sais pas comment dire, mais c'est incroyable. Jamais on s'attend, enfin en tout cas en tant que Français, moi jamais. Maintenant, avec les réseaux, on voit un peu ce qui s'est passé. Moi, c'était un petit peu avant qu'il y ait Instagram et tout ça où j'avais été la première fois. Incroyable Singapour, c'est vraiment... En fait, ce que j'ai adoré, c'est voir un peu... Alors, je dis pas que je suis pour ou contre, de toute façon, on n'est pas là pour faire de la politique et encore moins pour décider, mais de voir en fait ce régime politique, ils appellent ça une dictature bienveillante. Donc c'est en fait les gens, on décide pour eux. Ça m'a un peu rappelé le livre Nudge, c'est un très bon livre que je vous conseille, Nudge, qui en fait explique comment guider les choix des gens pour que ce soit les meilleurs choix pour eux, parce qu'en fait leurs choix court terme sont souvent en contradiction avec leurs choix long terme. Typiquement, on va être en forme, mais on va trop manger. Donc Singapour, vraiment, on voit c'est une ville de modernité, on voit la modernité, on voit une société qui est dirigée entre guillemets par en haut et qui a l'air de fonctionner. Alors bien sûr, il y a plein de points négatifs, mais c'était vraiment une découverte. Je m'attendais à rien en y allant et j'étais super séduit. Ce qu'on peut voir à Singapour, donc j'y suis retourné d'ailleurs. Singapour, Sand, l'hôtel avec la piscine. C'est 3 colonnes comme ça, et il y a une piscine qui traverse. Il y a le même un peu à Dubaï, mais seulement avec 2 colonnes. Donc c'est le bâtiment, de ce que j'avais lu en tout cas, le bâtiment le plus cher du monde. Il a coûté, je crois que c'était 6 milliards d'euros, versus par exemple la tour à Dubaï, je crois qu'elle a coûté 1,5 milliard. Ensuite, après quand vous parlez aux gens, pareil, les gens parlent anglais, c'est leur langue, c'est la langue, je crois que c'est la langue nationale, même si la plupart viennent du sud de la Chine et ont leur langue de cette contrée. J'étais jamais en Chine, donc je ne pourrais plus vous dire, mais je ne sais plus si c'est du cantonais, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ils viennent du sud de la Chine, la plupart des habitants de Singapour, mais pour harmoniser avec, je crois, la Malaisie, etc., ils ont décidé que l'anglais serait la langue nationale, donc très pratique pour voyager, très pratique pour parler, alors pas parler à tout le monde, mais pour parler à la plupart des gens. Je suis sorti là-bas dans des boîtes, c'était incroyable de voir les voitures, en fait, sont hyper taxées et tout, mais des McLaren, je me rappelle d'une McLaren avec tout que du chrome, etc. Voir comme ça l'Asie en mode toi t'es pauvre et l'Asie qui brille, c'est assez impressionnant. Il y a une île qui est dédiée, qui s'appelle Sentosa, dédiée au divertissement, où vous avez notamment, moi j'avais fait une tyrolienne au-dessus de la jungle, il y a un aquarium assez incroyable, je crois qu'il y a un parc Universal ou quelque chose, ça j'avais pas fait. Donc voilà, Singapour, si vous voulez voir la modernité, le développement de l'Asie, c'est vraiment une super plateforme. En plus, ils ont une compagnie qui est Singapore Airlines, qui est une très bonne compagnie. On peut pas l'avoir de partout en Europe, mais très très bonne compagnie. Je l'ai pris une fois avec un A380, c'était top. Donc voilà, vaut le détour. Point négatif de Singapour, hyper cher les hôtels. Je me rappelle la première fois, ça doit faire 6 ans. J'avais été et j'avais payé plus de 100 euros à Chinatown, un tout petit hôtel avec un ami à moi là. C'était vraiment sommaire. Et après, je suis retourné, j'ai pris un hôtel beaucoup plus cher. Je vous conseille pas d'aller au Marina Bay Sands parce que du coup, vous le voyez pas, alors que c'est un peu le truc à voir avec toute la baie là, c'est magnifique. Il y a des spectacles de jet d'eau. Des centres commerciaux, bon, moi je suis pas fan, mais rien que voir quand même la démesure des centres commerciaux, c'est incroyable. J'avais été aussi au casino à Singapour où c'était assez intéressant. Je voyais qu'il y avait 2 files, une file étranger, une file pour Singapour. Et je me suis dit, non, mais c'est incroyable que ça puisse exister ça. Nous, on faisait la file et les Singapouriens, eux, ils faisaient pas la file. En fait, après, j'ai appris que eux, pour les dissuader d'aller trop souvent au casino, ils devaient payer, je crois que c'était 100 dollars singapouriens. Je suis plus sûr des taux de change, je pense que c'est à peu près les 2 tiers en euros. Soixantaine d'euros, mais là je suis plus sûr, pour aller au casino. Donc c'est un peu voilà, cette dictature bienveillante, ils veulent limiter les excès. Je parle à beaucoup de gens, les gens travaillent quasiment tous les jours là-bas, hein, y compris le dimanche. L'immobilier, il est à entre 20 et 25 000 euros le mètre carré, mais après il y a des histoires que l'État accorde des logements, etc. Donc très intéressant, et puis de voir aussi comment ils ont pu, ils sont 5 millions je crois, et je dis tout de tête, hein, que si vous voulez fact-checker, vous pouvez, mais je dis tout de tête de ce dont je me souviens. Ils sont 5 millions sur une île qui est vraiment petite, un endroit hyper stratégique de l'Asie. Donc
j'ai adoré. Donc voilà, ce qu'on peut, donc il y a des règles hyper strictes. Par exemple, on peut pas boire dans le métro, même pas de l'eau. Après, ça aide. Les gens ils disaient ouais, c'est comme en Suisse, tu peux manger par terre, c'est nickel et tout. C'est pas aussi nickel, je trouve, que dans les pays d'Europe du Nord ou en Suisse. Mais pour l'Asie, c'est en haut quand même de ce que j'ai pu voir. Et puis après, des distractions incroyables. C'est peut-être un peu une société fake, mais quand on est en voyage comme ça, c'est très sympathique. Donc si vous y allez, pensez, ben, ça vaut le coup quand même de prendre un bon hôtel, même si c'est plus cher. Parce qu'après, j'avais payé un petit peu plus cher et j'avais eu un hôtel assez incroyable. Et après, il y a le Raffles, je crois que ça s'appelle, où j'avais été, mais sans y séjourner. Hôtel emblématique de Singapour. Et il y a aussi le côté jungle qui est quand même qui est sympa. Et Singapour, je vous conseille pour une escale. Bon, forcément, on va peut-être pas y aller pour 2 semaines, mais pour une escale de quelques jours, ça vaut vraiment la peine. Numéro 11. Alors là, c'est le voyage que je conseillerais le moins à gens, mais bah, c'est quand même un voyage très marquant. C'est l'Inde. L'Inde, j'avais fait un bon road trip slash plan trip slash train trip. Donc j'avais un bon ami à moi qui était à New Delhi. Donc on a atterri à Mumbai. Mumbai, c'est énorme. C'est une ville d'à peu près, je crois, 20 millions d'habitants sur une surface qui est assez petite. L'Inde, ça grouille de gens. C'est un truc de malade. Ça grouille de gens. On n'a pas idée. On ne connaît pas ça en Europe, je trouve. C'est vraiment incroyable à toutes les heures du jour et de la nuit. Il y a tellement de gens. Quand on pense 1 milliard ou 1 milliard 2 ou 1 milliard 3, on a du mal à s'imaginer. Mais quand on voit la concentration de personnes, c'est assez impressionnant et ça peut être vite oppressant. Donc l'Inde, ce que j'ai apprécié, pareil, l'anglais pour parler avec les gens. Alors attention, on pense que tous les Indiens parlent anglais. Je crois que c'est à peu près 8% de la population qui parle anglais. Et même le hindi, qui est leur langue nationale, elle est parlée par assez peu de gens. Plus que l'anglais, mais assez peu de gens. Mais entre eux, s'ils viennent de différentes régions, visiblement, ils parlent hindi. Mais faut voir aussi que le pays, il y a beaucoup de pauvreté et donc les gens ne se déplacent pas forcément à travers tout le pays. Donc ils ont ce problème de la langue. Donc on peut pas parler à tout le monde, hein, mine de rien, même en parlant anglais. Et j'avais la copine de mon ami sur place, elle avait appris le hindi. Bon, ça nous avait plusieurs fois servi. Elle est toujours journaliste, très sympathique, hein, d'ailleurs. Maintenant ils ont déménagé, je vais aller les voir. Mais donc l'Inde, Mumbai, ça grouille. C'est vraiment, en fait, on y va, on prend une claque, il faut dire ce qui est, de la façon dont les gens y vivent à tout point de vue. Notamment, par exemple, mon, mon pote, il était scout, on avait un hôtel, je me rappelle, ça s'appelait le Bentley Hotel, et je crois que ça coûtait un truc genre 20 € la nuit, ou même pas, ou 13 € la nuit. Et en fait, nos hôtes là, enfin les personnes à l'accueil, elles dormaient quand on arrivait, elles dormaient sur le sol. Elles nous ont fait le check-in, après elles sont recouchées. Donc l'Inde, ce qui est fou en Inde, c'est le monde, les palais. Donc ce que j'avais fait Mumbai. Ensuite, en fait, l'Inde du Sud est quand même beaucoup plus paisible. Ensuite, on a été à Goa en train, ça prend 12 heures, 12-13 heures. Puis Goa, donc Goa, c'est la station balnéaire d'Inde connue. Il y a beaucoup de hippies qui sont installés là-bas. C'est très beau, hein. Franchement, Goa, ça ressemble un peu au. Je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, si on pouvait y aller pour la plage, quoi. On n'imagine pas l'Inde pour la plage, et je crois que dans le reste du pays, ça sert plutôt de toilette, les plages. Mais Goa, c'est top. Ensuite, j'avais été au Rajasthan, donc de Udaipur à Jaipur, et puis j'avais fini à Delhi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'Inde? Forcément, il y a certains préjugés qu'on a qui sont vrais, notamment la bouffe, faut faire hyper gaffe. En fait, faut faire gaffe, mais même si parfois j'ai bu des thés dans la rue, il m'est rien arrivé. Et puis ensuite, j'étais dans des endroits chics et ça a été plus compliqué. Donc, en fait, donc la bouffe, c'est un peu compliqué. L'eau aussi, ne pas boire l'eau, bien sûr, et faire attention à justement toutes ces histoires quand vous vous douchez, etc. Ça devient gênant au bout d'un moment. Le monde, surtout, en fait, pour moi, le gros problème de l'Inde, c'est les femmes. Si vous êtes avec une femme, en fait, il n'y a pas de femmes dans la rue. C'est le 4e pays le plus dangereux du monde pour les femmes. Énormément de femmes donc le problème, c'est pas les femmes, hein, c'est pour les femmes. Énormément de femmes indiennes se font
je sais plus, j'avais vu les chiffres des femmes qui se font frapper, mais c'est un nombre hallucinant. Des femmes qui se font qu'on tue parce qu'elles n'ont pas payé la dot, etc. Donc ça, c'est vraiment le point très négatif de l'Inde. Bien, c'est le premier pays où j'ai été aussi, où quand on est touriste, on ne paye pas le même prix que les locaux. Donc c'est fois, je sais plus, là où ça coûtait 50 roupies pour des locaux, vous payez 600 roupies. Donc à l'époque, je pense que c'était peut-être 8 euros. Sauf que quand vous visitez des temples, etc., ben, ça, au final, ça se cumule dans la journée. Les temples sont pas super bien entretenus. L'histoire est magnifique, mais les temples sont pas super bien entretenus. Beaucoup de chiens errants aussi on ne sait pas s'ils ont la rage ou pas. Et la rage, ben, en fait, si vous faites mordre, faut tout de suite aller vous faire soigner parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement une fois que la maladie vous a infecté. Donc voilà, l'Inde, les gens sympathiques, mais beaucoup qui veulent, par exemple, non seulement vous payez plus cher dans les temples et les palais, mais en plus, il y a tout le temps des gardes qui veulent vous escroquer de l'argent. En fait, ils vous emmènent dans une pièce et un peu exceptionnel. Et ils disent, ah ouais, maintenant tu payes, etc. Nous, on a eu un problème, on s'est fait arrêter en scooter. Pareil, le flic, il m'a pris les clés du scooter, il voulait un pot de vin, finalement on l'a pas payé, on a failli finir au poste et tout. Sacrée histoire. Donc l'Inde, donc c'est dans les deux sens, une société hyper inégalitaire. Personnellement, alors peut-être ça va choquer des gens, je m'attendais à pire d'un point de vue. Après, j'ai été dans les grandes villes et à Goa et au Rajasthan. Mais il y a des gens dans la misère qui dorment dans la rue, etc. Mais c'est pas que ça. Alors que je trouve que de l'Europe, on a l'impression que c'est que ça, alors que c'est pas que ça. Bien sûr, il y a une misère qui est extrême, une pauvreté qui est extrême, mais pas que ça. On a été dans un endroit où les gens ils sortaient, c'était une rue, c'était incroyable, hyper cher, que des classes S. Mais c'était pas des bars, c'était pas le bar chic du Marriott ou je ne sais quoi, c'était vraiment là où les jeunes ils sortaient. Mais c'était hyper cher, hyper chic, énormément de grosses voitures. Il y a le bâtiment d'habitation, donc la maison si on peut dire, mais c'est un building je crois de 30 étages, je crois qu'il s'appelle Adami. Donc c'est le plus cher du monde, c'est un bâtiment qui a coûté, donc c'est la maison la plus chère du monde qui a coûté 2,5 milliards je crois à l'époque de dollars. Problème aussi avec l'argent, parce qu'en fait, le cash, quand j'y étais, il y avait soit un billet de 20 euros, soit un billet de 3 euros. Donc ça pose pas mal de problèmes également. Mais sinon, bon, c'est magique un peu. Le Rajasthan, c'est superbe. Goa, c'est superbe. La porte de l'Inde. Il y a vraiment des choses incroyables à voir, mais faut être habitué à voyager. Faut pas avoir peur de. Enfin, faut prendre ses précautions. Et par contre, pas cher, quoi. Gros avantage, c'est pas cher. On avait un chauffeur pendant 5 jours, ça m'avait coûté 200 euros, je crois. Bien sûr, vous oubliez de conduire là-bas. Il y a des vaches sur la route, etc. J'avais juste loué un scooter à Goa. Déjà, c'était dangereux, les chiens, les vaches, etc. Donc, je regrette pas d'y être allé, mais j'y retournerai pas forcément, pas de suite. Ou alors dans le sud de l'Inde, ou alors quelque chose de très organisé. Moi, c'était pas. Donc, j'étais souvent avec mon ami, ou alors j'étais avec mon chauffeur. Et donc voilà. Je pense on n'a pas eu comme des vieux Anglais, ils peuvent voir juste une seule version de l'Inde en mode on t'emmène en bus d'un bout à l'autre, mais quand même des choses qui sont. C'est l'Inde quoi. Vous voyez un palais magnifique, ça ressemble à Tomb Raider, vous êtes tout seul dedans, sauf qu'il y a un guide qui veut venir avec vous, que vous le payez, et si c'était à refaire, je l'aurais payé. Et il dit ah tu me payes pas, mais prends quand même un bâton à cause des singes. Les singes ils attaquent les gens et tout. Bref, l'Inde, c'est fou, il y a plein de monde, c'est épuisant, vous rentrez de là, vous êtes rincé. Mais bon, je pense que c'est à voir. Et après, si vous êtes en couple ou une femme seule, c'est mon avis, mais faites très attention. Et puis c'est mon avis, et puis c'est aussi le fait que j'avais lu que c'était le pays le quatrième plus dangereux pour les femmes du monde. On attaque, je pense que là on attaque maintenant le top 10. Je vais retourner sur mes autres pays. Top 10, pays numéro 10. Alors ça, si vous le trouvez, vous êtes trop fort. Allez, je vous laisse 2 secondes pour trouver. Vous n'allez pas trouver. Le top 10, numéro 10, c'est la Bulgarie. Bulgarie, j'ai aussi fait un bon road trip en Bulgarie. Tout le sud de la Bulgarie, donc de Sofia jusqu'à la côte à l'est. Donc Burgas et Varna, c'est les villes qui sont connues sur la plage.
Franchement, la Bulgarie, j'ai adoré pour plusieurs raisons. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand vous voyagez, le coût, quand je vous dis c'est cher, c'est pas cher, c'est pas, faut pas voir ça en mode, bon, bah, je suis arrivé, j'avais 4 000 € sur mon compte et je repars, j'ai zéro. C'est pas ça qui change, en fait. C'est quand c'est pas cher, vous pouvez vous payer des expériences que vous pouvez pas vous payer ailleurs. Par exemple, mon chauffeur en Inde, c'était impayable dans la plupart des pays du monde d'avoir un chauffeur pendant 5 jours à disposition. Donc donc mon top 10, la Bulgarie. Qu'est-ce que j'ai adoré en Bulgarie? Franchement, presque tout. En fait, moi, j'adore explorer, j'adore les lieux abandonnés. On va souvent dans les Vosges avec mes amis pour aller voir des lieux abandonnés. La Bulgarie, c'est un pays qui est assez peu densément peuplé, je dirais. En plus, j'avais été avec quelqu'un qui parlait bulgare. Donc, la bouffe incroyable, pas cher. Sofia, très très moderne. Après, moi, ça me fascine toujours un peu les pays communistes, l'architecture. Je crois que ça s'appelle monumental ou quelque chose comme ça. Bon, les gros bâtiments en béton et tout. Je trouve ça assez fascinant. Je pense que quand j'ai grandi, c'était un peu la fin de cette époque. Donc, Bulgarie, qu'est-ce qui est bien en Bulgarie? Les gens, globalement, parlent anglais. Donc ça, c'est assez sympa. En fait, ce que j'ai préféré en Bulgarie, c'est vraiment la liberté. Mais en fait, comme souvent, risque, responsabilité. Par exemple, j'avais fait l'ascension d'une montagne qui s'appelle le Virem, je crois que ça s'appelle Virem. C'était à peu près 3000 mètres, c'était le deuxième sommet, je crois, de Bulgarie. C'est à peu près, il y a 3 sommets avec le mont Olympe qui ont les 3 à peu près la même hauteur. Et là, c'était simple, vous partiez, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune barrière, le chemin n'était pas balisé, il n'y avait pas de petits stops où vous pouviez vous ravitailler en eau. Il n'y avait rien. Mais à côté de ça, du coup, vous étiez super libre. Pareil que la voiture, on peut se garer plus ou moins où on veut. Donc parfois, ça fait un méga bordel. Mais ça, j'ai adoré. Si on compare à l'Islande, il y a une nature qui est énorme, mais très souvent, les chemins sont balisés de façon très étroite. Et par exemple, mon drone, non seulement il y avait le vent de malade où je ne peux pas toujours m'en servir, et en plus, on peut aller nulle part. On est au milieu il y a des dizaines de kilomètres aux alentours qu'on arrive à voir. Et en fait, on est tous sur le même chemin, un peu comme des idiots. La Bulgarie, c'est l'inverse. Vous pouvez aller où vous voulez. Les gens, très, très serviables dans les restaurants. On mange bien, on mange beaucoup, on mange pas cher. Les gens, si vous arrivez, par exemple, et qu'il n'y a pas de place, nous, ça nous est arrivé dans une ville... c'est marrant, j'ai vu dans une ville un peu à la montagne, j'ai vu que j'ai un invité, Ambroise Debray, il s'appelle. Je l'ai vu il y a très longtemps sur le podcast et il a fait un mastermind dans cette ville à Bansko, je crois que ça s'appelle Bansko, je vais vérifier. Ouais, c'était bien à Bansko. Vraiment, la Bulgarie, j'ai adoré. Je pense que en plus, je connais quelques Bulgares, donc c'est pas impossible que j'y retourne. Donc vraiment, tout Sofia, j'ai adoré. Ensuite, il y a des villes quand vous allez vers la mer où il y a des vestiges romains. Vous pouvez prendre des bains de sel à Burgas. Après, vous mettez comme la vase sur vous, vous êtes tout noir. Les plages à Sozopol, là, c'est connu. Puis j'ai une bonne auditrice du podcast qu'on salue, qui est bulgare, là, qui m'a envoyé une photo de Sozopol. Ouais, vraiment, la Bulgarie, je conseille. S'il y a un pays pas trop loin, pas trop cher, que je peux vous recommander. On avait aussi été dans une genre de station thermale à Issaria, où ils font l'eau, qu'on boit un peu le Evian version bulgare. Top. Donc vraiment, la Bulgarie, je recommande. Et on attaque avec le pays numéro 9. Et on attaque avec le numéro 9. Vous avez l'impression que je n'ai pas bougé. En fait, j'ai fait une pause de plus que 3 heures pour enregistrer un podcast sur l'ANA, un podcast privé et un podcast public sur l'ANA, les subventions, etc. Mais voilà, on est de retour en ce samedi, d'enregistrement de podcast. Numéro 9, donc ça, c'est un pays que j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, je m'attendais à rien en y allant. C'est Israël. Donc Israël, j'ai été, je sais plus trop quand, ça doit faire 4 ans peut-être. Donc ce que j'ai apprécié en Israël, bon, déjà il y a un peu l'aspect culturel, donc forcément c'est un peu comment on va dire, le cœur spirituel des trois grandes religions monothéistes. Ce que j'ai beaucoup aimé en Israël, c'est la mer Morte. Je suis arrivé, en fait, j'avais voyagé de nuit, donc il était 4-5 heures du matin, j'ai loué une voiture, je suis allé direction la mer Morte et c'est vraiment des paysages
Donc on n'a vraiment pas l'habitude de voir avec tout ce sel, un peu le désert et tout ça. Se baigner dans la mer Morte, elle a une couleur incroyable. C'était assez fascinant, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y avait les avions de chasse qui passaient, ça fait comme une cuvette la mer Morte. Il y a les avions de chasse qui passaient avec le gros bang qui résonne dans toute la région. Et en plus, j'avais été à l'automne, donc c'est vrai que le climat, il était plutôt agréable. La nourriture était top. Jérusalem, bien sûr, c'est à voir, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu ambiance autour des... Donc il y a les différentes... il y a 2 églises qui sont importantes à voir. Enfin, je suis plus certain, mais il y a une histoire où le Christ est censé être enterré, et puis là où il est vraiment, etc. Et toutes les histoires, en fait, qu'on vous raconte quand vous êtes enfant, enfin, j'ai l'impression, moi, c'était comme ça. Donc le, le monde des oliviers, etc. Et voir se matérialiser en vrai, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue culturel. Après, il y a donc la mer Morte. Ça, c'était vraiment un truc incroyable. Il y a aussi le fort de Masada. Il y a une histoire assez incroyable, pareil, de quand les Romains ont... Je crois que c'est les Romains qui ont attaqué le fort et que tout le monde s'est battu. Puis au final, quand ils ont vu qu'ils allaient perdre, tout le monde s'est suicidé. Enfin, sacrée histoire. Ça faisait un peu la chair de poule. Et après, il y a Tel Aviv, c'est vraiment une ville, c'est une ville hyper moderne. Ça m'a un peu rappelé Miami ou Melbourne. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance. Et c'est une ville moderne, voilà, de la mer, il fait beau. Et puis la nourriture, tout bassin méditerranéen, c'est vraiment sympathique. Donc voilà. Après, bien sûr, Israël. On m'avait pas trop posé de questions quand je suis arrivé. Par contre, quand je suis reparti, ils vous posent des questions sur la personne avec qui vous voyagez. Est-ce que vous connaissez depuis combien de temps? Est-ce que vous habitez ensemble, etc. Donc voilà, pays numéro 9. Et je pense que c'est un pays qui n'a pas trop été visité. Enfin, je connais peu de gens qui l'ont visité. Si vous êtes sensible au beau temps, à la bonne bouffe et après à l'histoire des religions, peu importe vos croyances, je trouve ça intéressant. Pays numéro 8, là, je ne savais pas trop le classer parce qu'en fait, si c'était pour habiter, il serait tout dans le top 3, mais je l'ai quand même mis. Donc, je vous ai dit, j'ai enlevé tous les pays limitrophes parce que je pense que la plupart des gens ont déjà visité. Numéro 8, j'ai mis le Portugal et Madère. Donc, Madère, c'est une île au large du Portugal, d'où est originaire Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Le Portugal, j'adore. J'étais une fois à Porto, plusieurs fois à Lisbonne, plusieurs fois en Algarve, à Madère. Qu'est-ce qui est bien au Portugal? Ah, j'ai pas dit ce qui était pas bien en Israël. Bon, en Israël, ce qui est pas bien, bien sûr, c'est les tensions géopolitiques qui sont quand même, on les sent partout. Il y a des checkpoints. Moi, j'avais conduit là-bas. Il y a des checkpoints. Il y a, bien sûr, c'est toujours un peu compliqué de s'exprimer sur la situation. Mais en tout cas, on sent bien les grosses tensions. La vie est globalement assez chère, mais ça va encore. Ils ont une monnaie, le shekel, je crois que ça pourrait être divisé par 4 par rapport aux euros. Mais sinon, j'avais vraiment bien apprécié mon voyage en Israël. Donc numéro 8, le Portugal. Le Portugal, là, il n'y a pas trop de points négatifs, si ce n'est que l'immobilier pour acheter, de ce que j'ai entendu, ça a énormément augmenté depuis après la crise de 2008. Il y avait eu un gros effondrement. Et puis là, maintenant, c'est assez cher. Par contre, la douceur du climat, la nourriture, l'histoire, ça a été un pays quand même de conquête ou je sais pas, enfin de découverte. Les gens sont très sympathiques, les villes sont belles, il y a le fado, c'est la douceur de vivre. Voilà, en plus très facilement accessible de plein d'endroits, plusieurs aéroports. Portugal, c'est top. Et Madère, si vous avez jamais été, j'y étais cette année. C'est l'île du printemps éternel, ils appellent ça. Magnifique. Bon, les routes sont, alors ça monte, ça descend, tout ça. C'est une île très montagneuse, mais c'est top. Vraiment, Madère, ça a été un de mes coups de cœur. J'avais été aussi à Tenerife, j'avais bien aimé aussi un peu dans la même région. Mais le Portugal, trop bien. Peut-être qu'un jour j'y habiterai, qui sais-je, que sais-je. Mais Portugal, voilà. Tout est bien au Portugal. C'est pas le plus exotique, c'est pour ça que je l'ai pas mis tout en haut. Mais après, le seul problème, c'est que je parle pas portugais. Il y a pas mal de... Quand vous voyagez, vous pouvez parler à des gens qui parlent français ou anglais. Les jeunes, ils parlent anglais en général. Et sinon, tout est top. Tout est top au Portugal. 7, j'ai mis l'Argentine. Alors l'Argentine, j'étais pour la première fois cette année. J'étais avec notre chère Lara qui m'aura rendu visite entre le moment où j'enregistre ce podcast
et la diffusion dans 5 jours. Ce que j'ai apprécié en Argentine, la nourriture top. La ville, elle est hyper belle. Ça m'a fait penser à Buenos Aires. On était à Buenos Aires. Ça m'a fait penser un peu à un mélange de Paris, de Madrid, de Rome. Enfin, j'ai adoré, je sais pas, j'ai vraiment énormément aimé que ce soit les monuments, l'ambiance. En fait, je pense que c'est lié à l'hyperinflation, vu que l'argent, demain, il vaut beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les gens, ils sortent beaucoup, ils dépensent beaucoup. Il y a des gens qui dansent le tango dans la rue, etc. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et puis, Lara, ça a été une super guide. Je l'ai rencontrée grâce au podcast. Donc, rien que pour ça, lancez votre podcast si l'envie vous en dit. Ce que j'ai moins aimé en Argentine, l'histoire de la monnaie, ça embête un peu tout le monde parce que il y a 2 taux de change. Alors on peut le voir de la façon dont on veut. Le taux officiel est 2 fois inférieur au taux officieux. Donc par exemple avec 1 euro, vous allez peut-être avoir 200 pesos si vous payez en carte. Et ça a encore augmenté depuis que j'y suis allé. Et puis si vous échangez de l'argent à la grotte, comme elle dit Lara, là vous en récupérez 400. Sauf qu'en fait, les billets les plus élevés, je crois que c'était 3 euros. Et nous, on a fait quand même parfois des bons restos, des excursions. Donc, vous avez des liasses énormes. Si vous n'avez plus de liasses, vous devez payer en carte. Mais du coup, ça coûte 2 fois plus cher. Il y a quand même des endroits qui ne sont pas donnés où on a été. Donc, ça, c'est le point négatif. Deuxième point négatif, l'insécurité. C'est un peu comme au Brésil, ça craint moins, je trouve, mais il y a quand même pas mal d'histoires. On sent qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller, il y a des endroits où il ne faut pas parler en français parce que on ne veut pas être vu comme un touriste. Mais sinon, très beau pays. Et puis bon, c'est loin. Il faut dire ce qui est, c'est loin et c'est cher d'y aller. Mais j'ai adoré l'Argentine et en grosse partie grâce à Lara. On a été à Buenos Aires, on a été aussi à Tigre, je crois que ça s'appelait. C'était magnifique. On avait pris une petite rivière et tout en bateau, trop beau. Donc l'Argentine, j'ai pas tout vu, mais j'ai vraiment bien aimé. Numéro 6, le Pérou. Pérou, j'y étais l'an dernier, c'était la première fois que j'allais en Amérique du Sud. C'était un peu le continent qui me manquait. Pérou, ça c'est vraiment un voyage facile entre guillemets que je recommanderais. C'est un peu l'inverse de l'Inde, même s'il y a des difficultés, mais c'est assez facile de s'organiser parce qu'en fait, par exemple, il y a très peu d'endroits. Enfin, la plupart des gens font le même circuit parce qu'il y a l'altitude et il y a la cordillère des Andes, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, tout le monde prend un peu le même trajet avec des bus. Là, j'avais pas conduit, mais avec des bus. Et donc ça s'organise très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé au Pérou, donc en fait, il y a 2 Pérou. Il y a le Pérou côté mer. Donc Lima, c'est la seule capitale, si je dis pas de bêtises, d'Amérique du Sud qui donne sur la mer. Donc c'est vraiment l'ambiance. C'est pas la plage comme vous imaginez, mais quand il y a la mer, ça donne toujours un charme à certaines villes. Après, il fait souvent gris l'après-midi, le matin il fait beau. On mange. Donc, et après, il y a la partie en altitude du Pérou, où là, c'est en fait complètement différent. La nourriture change, les personnes changent, il y a eu un gros mix avec les colonisations, etc. Donc Lima, j'ai adoré. Ensuite, vous montez petit à petit, vous partez, enfin la plupart des gens, c'est ce qu'ils font, ce que j'ai fait. Vous partez vers le sud et ensuite vers l'est, direction le lac Titicaca. Lac Titicaca, trop beau. Arequipa, c'est la 2e ville, je pense, du Pérou. Superbe aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé la culture. Il y a énormément de choses d'un point de vue culturel, soit avec les anciennes civilisations et maintenant. La nourriture, il y a plusieurs des meilleurs restaurants du monde qui sont au Pérou. C'est un des endroits où on mange le mieux, surtout côté de la mer, je trouve. Il y a eu une immigration de Japonais qui est arrivée au Pérou, donc je crois que c'était fin 1800. Là, je suis pas sûr des dates, mais en tout cas, ces Japonais, ils ont peut-être même plus tard. Ça, je me rappelle plus trop des dates, mais en tout cas, les Japonais, ils ont fait un mix avec la nourriture locale. Et franchement, ça donne des trucs incroyables. Le Machu Picchu, c'est, je pense, vous avez dit en Islande, j'ai vu le plus beau paysage de ma vie. Je pense que le Machu Picchu, c'est le plus beau monument que j'ai vu de ma vie. On comprend, c'est assez galère d'y aller. Il faut prendre un train, ça met 2 jours, ça coûte 150 € le train. Il n'y a pas vraiment d'alternative, il n'y a pas de route. Mais ça vaut vraiment la peine, le Machu Picchu. En plus, j'y étais au lever du jour. C'était un peu mystique, c'était génial. Donc pour ça, c'est top.
Gros point négatif du Pérou, et ça m'a gâché, enfin, entre guillemets, la moitié des vacances. L'altitude, si vous n'êtes pas habitué, et même les gens qui sont habitués, les gars qui habitaient là-bas, c'est assez compliqué, hein. Je crois que j'étais monté jusqu'à 5500 mètres, si je dis pas de bêtises. Mais l'altitude, ça, vous êtes tout le temps essoufflé. Vous avez mal au crâne quand vous arrivez. Donc moi, c'était en général, donc on fait une petite pause à Arequipa qui doit être dans les 2300 mètres d'altitude. Bon, désolé si je dis des bêtises, je vous dis tout ça de tête. Mais Arequipa, c'est dans les 2000 mètres d'altitude. Là, ça va encore. Et après, vous montez pour le lac Titicaca, qui, je crois qu'ils appellent ça le lac le plus haut du monde navigable. Là, on est dans les 4000 et là, ça pique. Vous avez mal au crâne, fatigué, compliqué. Il y a des montagnes, ça s'appelle des Rainbow Mountains, où il y a, avec je pense, l'oxyde de fer, etc., ça fait comme un arc-en-ciel. Et celles-là, elles sont vite à 5000 mètres d'altitude. Et je me souviens le jour où j'ai déjà vous lever tôt pour y aller. Et je crois que ce jour-là, je suis rentré, je me suis endormi à 19h. J'étais éclaté de l'effort. C'est vraiment un effort. Si on part pas longtemps, c'est compliqué. Et petit regret, j'aurais bien voulu pousser pour aller en Bolivie, à La Paz, qui est la capitale la plus élevée du monde en altitude. Et j'avais pas le temps, c'était trop compliqué. Donc le lac Titicaca, il fait frontière avec la Bolivie. Après, il y a Cusco, ça rappelait le temple du soleil, là, de Tintin, donc ça nous rappelle aussi des souvenirs d'enfance. D'ailleurs, je l'avais relu, c'était assez marrant de lire un Tintin une fois adulte. Il y a les lignes de Nazca, c'est un truc incroyable si vous avez jamais vu. C'est des lignes sur le sol, on ne sait pas trop comment elles sont apparues. Donc soit il y a des très grandes lignes, soit il y a carrément des animaux, du style une baleine, alors qu'on est à plusieurs dizaines de kilomètres de la mer. Et vu d'en haut, il y a comme aussi une espèce de alien astronaute, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ça, vous pouvez survoler en avion. Il faut être bien accroché, hein. Il y a pas mal de gens qui ont... Donc c'est des petits avions, il y en a qui ont eu des nausées, voire qui ont vomi. Mais c'est un truc qu'on voit nulle part ailleurs au monde. Bon, faut pas avoir... en avion, moi je suis pas toujours super confiant, même si je le prends souvent. Mais alors là, dans le petit avion, qui en fait, pour que vous voyez, il fait vraiment des virages très serrés. Moyen. Il y avait même une hôtesse de l'air qui était avec moi dans le petit avion. Là, on était 8, je crois. Et même, elle était malade. Donc, top. Je conseille vraiment, bien sûr, le Pérou. C'est un voyage assez simple. Je pense qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller, mais j'ai pas trop senti d'insécurité au Pérou. Contrairement à Brésil et Argentine. On attaque. Maintenant, on en est à quel pays? Pays numéro 5. Alors c'est un pays, mais c'est surtout une ville. J'ai mis Dubaï. Alors Dubaï, bon bah ça peut être, tout le monde n'est peut-être pas adepte, plein de gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des confusions entre Dubaï et Doha, et le Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats. Mais Dubaï, vraiment, j'étais 2 fois et puis j'aimerais bien y retourner. Ce que j'ai aimé, c'est un peu un terrain de jeu pour adultes, hein, bien sûr, il ne faut pas se le cacher, que ce soit les bâtiments toujours plus grands, on peut faire du quad, on peut faire du buggy dans le désert, il y a un parc aquatique qui est incroyable. Mais en fait, ce que j'ai vraiment aimé à Dubaï, c'est l'énergie, voir un peu la planète réunie à un endroit, c'est assez fascinant. La ville qui grandit hyper vite. En fait, je pense que c'est la plupart des personnes en France, ce qu'elles n'aiment pas, c'est pas vraiment l'état dans lequel on est, dans lequel est le pays actuellement si on fait une photo, mais c'est plutôt qu'on a l'impression que ça va de pire en pire. Alors que quand on est dans ces zones du monde du style à Dubaï, ben on a l'impression que ça va que vers le meilleur. Et en fait, c'est ça, c'est le changement. À mon avis, l'être humain, il a toujours envie d'aller vers mieux. Et c'est ça qui, peut-être une des recettes du bonheur. On va pas faire de la philo là-dessus. Mais en tout cas, Dubaï, voilà, l'énergie, voir comme le monde y va vite. Le climat aussi, quand vous y allez, j'étais une fois à l'automne, une fois en janvier. Les possibilités. Moi, je vous avais dit une fois dans un épisode que j'avais eu une possibilité de me faire embaucher pour aller à Dubaï. Pas d'impôts, mine de rien, quand on gagne bien sa vie en Europe. C'est pas la même chose que d'aller là-bas. Et puis la sécurité, hein, forcément, je l'ai déjà dit pour d'autres pays. Alors c'est une sécurité qui est plutôt provoquée. En gros, faut pas broncher là-bas. Alors que par exemple en Islande,
Les gens, ils sont comme ça. Mais le niveau de service, qu'on puisse un peu tout demander, c'est des choses qui améliorent grandement le voyage. Moi, j'ai parlé aux chauffeurs de taxi et tout ça. Il y a, bien sûr, je vais pas faire une image qui n'est pas réelle de Dubaï, mais on va faire des recherches peut-être pour les personnes qui n'ont jamais été, ça peut être intéressant. Alors, je dis pas, bien sûr, qu'il n'y a pas de problème, mais ça s'appelle l'indice de Gini, je sais pas comment on prononce, Gini, qui montre les différences, les inégalités entre les pays. Et plus c'est bas, mieux c'est. Ça va de 1 à 100. Alors les pires pays, là je suis sur le classement, ils sont dans les 50. Par exemple la Centrafrique, Botswana, etc. Mais plus c'est bas, mieux c'est. Et 0, ça veut dire un coefficient de 0, ça veut dire que l'égalité elle est parfaite au sein des pays. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc plus c'est bas, mieux c'est. Là, j'ai les classements, je suis sur Country Economy. Par exemple, Dubaï, il est à 26, donc ce qui est mieux que l'Allemagne qui a 28, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, les pays qui sont meilleurs que Dubaï, donc qui ont, alors sur ce classement, hein, ça vaut ce que ça vaut, moins d'inégalités. Il y a la Belgique qui sont à 25, il y en a pas tant que ça, hein, franchement. Il y a la Tchéquie, Danemark, on dit souvent que c'est égalitaire, 27. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai pas trop d'autres indicateurs d'inégalité. Pour moi, c'est celui-là qui est le plus utilisé. J'en cherche encore. Il y a les Pays-Bas, 26, donc pareil. Norvège, 25. Et à côté, là, par exemple, je vous parlais du Pérou, là c'est 40. Panama, 50. Donc après, c'est des classements qu'il faut prendre. Slovénie 23, Suède 27. Vous voyez un peu l'ordre d'idée, 26 pour les Émirats. J'avais été aussi à Abu Dhabi, donc si je ne dis pas de bêtises, les Émirats Arabes Unis, c'est 7 Émirats. Et donc il y a celui d'Abu Dhabi qui est le plus riche. Et je pense que le président ou le roi, ou je ne sais pas comment, le cheikh, je pense le cheikh, principal du pays, c'est celui d'Abu Dhabi. Et après, Dubaï, eux, en fait, ils ont un peu moins de réserves qu'Abu Dhabi de matières premières. C'est pour ça qu'ils ont essayé de se développer là-dedans. Donc, je pense que c'est un pays à aller... C'est un peu comme... Enfin, ça n'a rien à voir avec Israël, mais le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Dubaï. J'ai eu Yann Darwin, par exemple, sur le podcast qui habite là-bas. Il se passe des choses dans ce pays. Enfin, d'un point de vue, si on est ouvert au monde, aller une fois en Israël, c'est pas idiot. Aller une fois à Dubaï, c'est pas idiot. Qu'on aime ou on n'aime pas. Si on n'aime pas, on n'y retourne pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il fait beau. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va continuer mon petit classement. Alors, après Dubaï, qu'est-ce que j'ai mis? 4. Ah là. Bon là, faut dire le top. Après, forcément, j'ai dû faire un choix, hein, mais il est peut-être pas super représentatif. Enfin, il peut évoluer, il a fallu choisir un mot. Numéro 4, j'ai pris l'Australie. Australie, ça c'était un peu un rêve hein, d'aller en Australie, comme je pense pour beaucoup de personnes. J'ai eu plusieurs invités qui avaient commencé leur carrière en Australie, notamment dans des casinos là. Bref, l'Australie, j'avais aussi Quentin Randis qui avait passé pas mal de temps là-bas. Ça m'a fait penser que je vous avais pas dit les points négatifs de Dubaï. Point négatif, c'est cher. Il fait chaud l'été, je pense, voire très chaud. Enfin, c'est sûr même qu'il fait super chaud. Après, bon, il y a toutes les questions politiques et tout ça. Bon, ça, c'est pas à moi de me prononcer. Mais c'est plutôt un voyage simple. Il y a des voyages qui sont plus durs que d'autres. L'Amérique du Sud, globalement, c'est plus dur. L'Inde, c'est plus dur. Aller à Dubaï, c'est un voyage assez simple. Beaucoup de personnes le font. Il y en a, ils vont juste dans un hôtel. Et point positif à Dubaï, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hôtels, les logements sont pas très chers. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas très cher. Même, on avait été, j'étais bon entre amis, on n'était pas trop sur le confort absolu, enfin le luxe absolu, mais bon, c'était très bien. Je crois qu'on avait payé pour 5 nuits 100 € chacun. 500 ou 600 € pour 2 logements en tout. Donc vraiment, je crois que voilà, on en revient au tarif de la Bulgarie là, et encore. Ok, Australie. Alors Australie, c'était un rêve d'y aller. Les points négatifs, on va commencer par là. Hyper loin, hyper cher. On met beaucoup de temps à se remettre du décalage horaire.
Cher le vol, cher les logements, cher les restos et les loisirs, parce qu'en fait les gens gagnent très bien leur vie là-bas. Les animaux, alors moi ça m'a pas trop effrayé si j'ai bien compris ce qu'il fallait comprendre pour l'Australie. Donc moi j'étais à l'est et au sud et en Tasmanie. Tant que vous êtes sur Terre, il n'y a aucun animal mortel dans les endroits où j'ai été. Je pense qu'il y a des serpents plus vers le centre, mais là je suis pas sûr. Et des crocodiles plutôt vers le nord. Après dans l'eau, faut pas y aller, c'est tout. Il y a des requins, méduses cubes là qui vous tuent quasi instantanément. Il y a plein de trucs dans l'eau, faut pas y aller. Mais sur Terre, ça va globalement. Par contre, il faut pas être. Il y avait des gros genres de cafards volants là. C'était un peu bizarre. Par contre, ce que j'ai trop aimé l'Australie, c'est le bout du monde. C'est un peu la vie. C'est pas la Dolce Vita, je ne saurais pas comment dire, mais voilà, la vie un peu en mode surfeur. Il fait beau. Il y a la plage. C'est un peu côté anglo-saxon, les tours, les buildings à Melbourne et à Sydney. J'étais aussi à Surfer Paradise. C'était une ville où il y avait pas mal pas mal de buildings aussi comme ça. Et à Brisbane. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'Australie? C'est top. Le problème, on roule à droite. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas rouler aussi la nuit parce qu'en fait, il y a trop de kangourous et d'animaux qui traversent dans tous les sens. Franchement, plusieurs fois par kilomètre, vous voyez des animaux morts sur le bord de la route, surtout en Tasmanie. Donc j'étais en Tasmanie, si vous voulez regarder une carte. C'est vraiment le bout du monde, la Tasmanie, pour le coup. Je pense qu'il y a 300 000 habitants et encore, je ne suis même pas sûr. C'est une île au sud-est de... Un peu imaginer la Corse de l'Australie. Ça commence à être bien au sud, donc il fait un peu plus froid. Mais là, c'est vraiment... Si vous aimez la nature et tout, c'est magnifique. C'est un des endroits que j'ai préféré visiter, la Tasmanie, de tous mes voyages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon sur ouais, forcément les grands espaces. Là, les 12 Apostles, là, c'est un peu genre Etretat, version australienne, super belle. J'avais pris l'hélicoptère là pour regarder d'en haut, magnifique. Qu'est-ce que je peux Il y a donc ça s'appelle la Great Ocean à l'ouest de Melbourne. Vous arrivez dans un parc, c'est les Grands-Pians. Pareil, un endroit, vous êtes seul au monde. J'avais été sur une sorte de belvédère. Si on me demandait le Tony des Nuits de Liberté, il demande toujours quand est-ce que tu t'es senti le plus libre. C'était peut-être là quand j'étais un beau matin dans les Grands-Pians avec sur une dizaine de kilomètres, vous voyez que les arbres, il n'y a que vous. Trop beau. Et ensuite, tout était bien. Brisbane, c'était top. Il y a une île qui s'appelle Fraser Island, qui est l'île la plus. Alors là, pour le coup, par contre, on fait pas les malins. Je crois qu'il y a 6 ou 7 espèces de serpents mortels, si je dis pas de bêtises, plus des requins, plus des dingos, là, les genres de chiens sauvages. Là, on y va, mais pareil, magnifique. On roule sur l'autoroute, c'est la plage. On roule avec un genre de bus 4x4. Il roule à fond sur la plage. De temps en temps, vous prenez les vagues et tout. Enfin, les fins des vagues, hein, bien sûr. Il y a une épave aussi. Enfin, l'île est vraiment incroyable. Fraser Island s'appelle, je crois que c'est surnommé l'île la plus inhospitalière du monde. Je sais pas, il y a des gens qui restent pour dormir, mais moi, c'était hors de question. Mais voilà, Australie, bien sûr, je recommande. Je sais pas combien ça peut coûter un billet d'avion pour y aller. Bon, il faut prendre du temps. Moi, j'étais parti 3 semaines. Après, j'ai vraiment pas tout vu, mais j'étais un peu épuisé de toujours bouger, bouger. Puis l'opéra de Sydney, magnifique, on s'en lasse pas, on repasse 10 fois devant. Un bon exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec les impôts des gens, je crois que ça devait coûter, je crois que ça a été multiplié par 15 le budget entre le début et la fin. Comme j'avais vu ça aussi à Hambourg, aux Philharmonies de Hambourg, pareil, des projets. On voit que dans tous les endroits du monde, parfois les élus, ils ont des lubies, soit ils calculent mal, soit ils veulent vraiment laisser leur trace. Mais en tout cas, magnifique Sydney, tout est. Voilà, l'Australie, c'est l'Australie, hein, je vais pas vous faire. Si vous avez mon âge, vous avez regardé Art Laker à vif sur MCM avec Drazik et Anita. On voulait tous y aller, comme dans. Ça fait partie, je pense que ce qui résonne avec notre enfance, c'est les voyages qu'on préfère. Numéro 3. Numéro 3, alors là, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui soient déjà allés dans mes voyages favoris et que je referai sûrement pas. Mais quand je suis rentré, je pensais que y retourner, je vous avoue. C'était la Russie.
Russie, donc j'étais il y a 6-7 ans. Moi, j'avais fait que Saint-Pétersbourg et Moscou. Contrairement aux autres pays, vous avez pu voir, j'avais pas mal bougé. Saint-Pétersbourg, donc il y a le musée de l'Ermitage. C'est vraiment donc les points, positifs de la Russie. En fait, ce que j'ai vraiment adoré, c'est toute l'histoire, donc soit les tsars, la même la période soviétique, forcément, ça a créé une histoire qu'on connaît pas. L'architecture, elle est différente de chez nous. Il y a des choses qui sont incroyables. Il y a des bien sûr, il y a les gros blocs quand vous survolez la avec l'avion, vous demandez, les blocs communistes: «Qu'est-ce que vous venez faire ici?» Ensuite, bon, on n'y va pas pour, la nourriture, je vous le cache pas, sauf si c'est pour manger du caviar. Mais, c'était vraiment très dépaysant. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai beaucoup apprécié également à Singapour, c'est en fait de voir des pays qui se développent d'une façon différente de du bloc de l'Ouest, comme on peut dire, enfin du monde occidental. Donc il y a pas les mêmes magasins, tout est différent en fait, les réflexes sont différents, les gens sont différents. Par exemple, ils disent pas bon enfin, c'est pas un truc très appréciable, mais quand vous rentrez dans des magasins, ils disent pas bonjour. Les gens, quand ils travaillent, ils sourient pas. Parce qu'on leur dit visiblement, bah, si tu es là pour travailler, tu es pas là pour sourire. Donc ça, c'est un peu froid, mais de l'autre côté, en fait, c'est un pays où il y a très peu de touristes, en tout cas quand j'y étais. Je crois que j'avais vu, alors si je dis pas de bêtises dans les chiffres, il y a à peu près autant de touristes en Russie et en Islande, sachant qu'en Islande, de souvenirs, comme je vous ai dit, hein, faut pas m'en vouloir, mais je pense que j'ai une bonne mémoire quand même de la plupart des éléments que je vous donne. En Islande, je pense qu'ils sont dans les 350 000 et en Russie, ils sont dans les 140 millions à peu près. Et il y a un peu et bon et puis la différence de taille des pays, je crois qu'il y a un nombre équivalent de touristes. Donc quand vous ben, vu que vous êtes touriste, pareil là j'avais eu 3 greeters. À l'époque, j'avais pas internet, quand en Russie, donc j'avais eu des greeters, donc des locaux, des guides, locaux bénévoles, qui nous avaient bien guidés, forcément, bah, qui parlaient russe. Moi, je leur ai surtout demandé de nous emmener dans des coins un peu où il y avait des locaux, pas forcément dans les endroits les plus touristiques, donc c'était vraiment incroyable. Puis j'ai gardé contact, assez longtemps avec 2 d'entre eux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il y a l'Ermitage, hyper beau musée. Ben, très récemment, j'étais au British Museum. Donc je pense, voilà, l'Europe, on a le British Museum, le Louvre, le Prado. C'est à peu près les grands musées de chaque ville. Et l'Ermitage, enfin, pour moi, c'est un peu le même style de catégorie, même si forcément les œuvres peuvent différer, surtout au British Museum. Mais l'Ermitage, rien que par l'architecture et tout, j'ai adoré, c'est incroyable. Il y a aussi, bah, les églises orthodoxes, ça a quand même un charme, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça, je trouve ça, les dômes qu'il y a en haut qui sont peints. Donc, il y a la plus connue, c'est la cathédrale du Saint-Sauveur sur le sang versé à Saint-Pétersbourg. Donc, surtout l'extérieur est très impressionnant. L'intérieur, c'est un peu comme des icônes. Les gens embrassent ça, embrassent des icônes. Moi, c'était avant le Covid que j'y étais. Mais c'est assez bizarre, tout le monde embrasse la même icône toute la journée. Mais c'est assez fascinant, la Russie. Ensuite, on a été à Moscou. Il y a la place rouge. En fait, la place rouge, c'est fou. Et surtout, juste à côté, il y a un peu une des sortes de galeries Lafayette. Ça s'appelle le souvenir Boom ou Baume. Et là, c'est les galeries Lafayette, mais en hyper luxe. C'est un mélange de, je sais pas, j'ai envie de dire de Las Vegas, mais je sais pas si c'est le bon mot, et de, et des galeries Lafayette. Ils vendent du caviar, ils vendent des vodkas incroyables. Il y a un glacier, alors que j'y étais en automne. Tout est fou. Le Kremlin, bah, oui, c'est à voir. La cathédrale qui est sur la place rouge, bien sûr, très connue. Il y a le mausolée de Lénine. Bon, ça, j'avais pas été le voir. Il y a aussi donc, il y a 2 églises qui sont connues. Donc celle qui est sur la la place la place rouge, je pense que c'est la cathédrale du Christ Sauveur, si je dis pas de bêtises. Et après, ils ont un peu comme l'équivalent de Saint-Pierre au Vatican, mais pour les orthodoxes. Et en fait, ça, on a l'impression qu'elle est très ancienne, mais c'est une église qui avait été, détruite pendant le communisme et reconstruite sur base des plans, qu'ils avaient ensuite, et là où ils ont leur pape, orthodoxe, si je dis pas de bêtises. Et voilà, aussi incroyable, soirée incroyable, des bars qui ferment jamais, les gens, bah, très sympathiques, ceux qui parlent, enfin, on peut pas vraiment dire sympathique, comme on a tendance à le considérer, en Occident, chez nous, mais les personnes très intéressées par vous, elles vous posent des questions sur votre pays, elles échangent, elles échangent, leur culture, la vôtre et tout. C'était vraiment très marquant comme voyage. Donc c'était un mélange de culture et de pas mal de sorties. Donc Russie, je ne le recommande pas pour le moment, mais c'est un voyage qui m'a marqué. Et d'ailleurs,
Ma mère y allait après que je lui ai conté mon voyage en Russie. Elle, je crois qu'elle avait eu du -20 ou -30 degrés. Elle était vraiment en plein hiver. Ensuite, alors le 1 et le 2, j'ai hésité. Mais allez, j'hésite encore. Bon, numéro 2, je vais prendre le classement que j'avais mis. Mais franchement, pour moi, ce serait peut-être le numéro 1. Les États-Unis. États-Unis, bien sûr. Quiconque a grandi à notre époque, les États-Unis, on a été bercé là-dedans. Toutes les séries, Friends, Sex and the City, tout How I Met Your Mother, tout se passe aux États-Unis. Donc moi, j'ai fait un bon tour sur l'Est de New York. Après, j'étais monté dans le Vermont jusqu'au Canada. Après, j'avais fait Philadelphie, j'avais fait Washington. Ensuite, j'ai fait tout le tour de la Floride. Et puis, l'an dernier, j'étais côte ouest. Côte ouest, donc pour ceux qui ont été, j'ai fait San Francisco jusqu'à Monument Valley, donc c'est quand même assez à l'est. Et je suis revenu. Non, j'ai fait Los Angeles, Monument Valley, San Francisco, en passant par Las Vegas, Grand Canyon, Bryce Canyon, Antelope Canyon, tous les trucs. Là où Michel, mon associé, il a habité à Flagstaff. D'ailleurs, je sais pas, je pense que c'est là qu'il a rencontré la Nick qu'on a interviewé, qu'il a interviewé sur le podcast privé, qui fait 1 million de marge en achat-revente de maisons par an, que je vous invite bien sûr à écouter. Donc, USA, qu'est-ce qui est bien aux États-Unis? Tout est... Alors, qu'est-ce qui est mal? Ah, je vous avais pas dit, punaise, j'oublie tout le temps. Inconvénient de la Russie, l'alphabet cyrillique. En fait, on peut l'apprendre, hein, je l'ai appris a posteriori. Ça m'a un petit peu servi en Bulgarie. Je pense que la Bulgarie, c'est le seul pays de l'Union européenne qui a le cyrillique, alphabet cyrillique très compliqué à lire. Donc j'avais pas internet, donc les arrêts de métro à Moscou, le métro incroyable, mais les arrêts, vous savez jamais trop dans quel sens vous allez vu que vous savez pas lire l'alphabet cyrillique. Après, bon, la nuit, on faisait quand même pas super les malins en rentrant. On faisait attention. Après nous, il nous est rien arrivé, mais sinon. Et par contre, les gens qui parlent pas anglais, beaucoup, même les personnes à l'accueil des hôtels, ils savaient juste dire passport, ils savaient rien dire d'autre. Donc très compliqué. Maintenant, on a sur le téléphone, on a les traducteurs. À l'époque, j'avais pas d'internet en Russie, donc très compliqué. Mais sinon, ouais, c'était. Puis bon, j'avais été en automne pour l'anniversaire d'un ami et donc il pouvait pas changer la date de son anniversaire. Donc il faisait pas super froid, mais il faisait entre, je sais pas, dans les 5 degrés. Et les bâtiments sont par contre hyper chauds. Donc on revient aux États-Unis. Allez, point négatif comme ça, j'oublie pas. Point négatif, il y a des endroits aux États-Unis qui craignent à mort parce qu'ils ont des drogués. San Francisco, pire ville de drogués. Enfin, je savais même pas que c'était possible en fait d'avoir en plein centre d'une aussi grande ville, d'une région aussi riche, tellement de clochards, de drogués, de zombies. Enfin, c'est Walking Dead. Vous pouvez même pas prendre un vélo en libre service. Il y a des clodos qui traînent dessus. Vraiment, San Francisco, une des villes où je me suis senti le moins en sécurité de toute ma vie. Rien à voir, par exemple, avec la Russie. Alors que bon, je pense que en Russie, il peut vous arriver des énormes problèmes, mais il n'y a pas de petites... en tout cas, j'ai pas vu de petites délinquances. Alors que vraiment, San Francisco, en pleine journée, il y a Union, la place principale, que des clochards. Il y a une sorte de ghetto juste à côté de l'hôtel emblématique qui donne sur Union. C'était surtout sur la côte ouest que ça m'a choqué, les drogués et tout ça. Après, États-Unis hyper cher, vous vous sentez super pauvre. Non seulement ils gagnent très bien leur vie, en plus ils dépensent tout l'argent qu'ils ont. Donc ça c'était le point négatif. Et la bouffe qui, au bout d'un moment, soit elle est hyper chère dans les restos, soit vous mangez comme moi que des crasses un peu pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, vous sentez mal en fait de pas manger de légumes et tout. Je me souviens que j'ai demandé dans un resto s'ils avaient des légumes. C'était un vrai resto et ils m'ont dit on a je crois que c'était des frites de patates douces qu'elle m'avait dit ou du coleslaw. Enfin je sais plus, un truc. Enfin c'était pas vraiment des légumes. Mais sinon, tout le reste, c'est ce que je dois vous le décrire. New York incroyable. Boston, pareil, MIT, tout ça, vous pouvez le visiter, c'est top. Philadelphie, toute l'histoire des États-Unis. Vous mangez aussi des sandwichs au steak là on le voit dans des Rockies, je crois. Super bon. Floride, je me suis super bien senti. J'avais été en décembre, juste avant Noël. Floride, j'ai adoré. Beaucoup moins cher que le Nord-Est où j'avais été avant.
Les hôtels, beaucoup moins chers. J'ai fait du jet ski dans les Keys, j'ai été faire de l'hydroglisseur dans les Everglades. Miami, pas forcément la meilleure ville de Floride, voire celle que j'ai un peu le moins appréciée, mais tout le reste, c'était incroyable. En fait, les États-Unis, par rapport à l'Europe, ce que j'adore, c'est la liberté, il y a de la place, il y a de l'espace. Et puis côte ouest, tout est bien, le Grand Canyon. Là, j'ai fait 2 fois de l'hélicoptère aux États-Unis. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas, enfin, on s'en fout un peu de ma vie, mais investir de l'argent dans des expériences, ça vaut le coup. C'est souvent un peu les meilleurs souvenirs qu'on garde. Si on fait des spectacles, si on fait de l'hélicoptère, si on fait de l'avion, comme je vous ai dit à Nazca, de la montgolfière ou que sais-je. Franchement, c'est souvent les souvenirs qui nous marquent plus qu'aller dans un parc qui est gratuit, alors que, bon, ça a aussi son charme, mais voilà, en tout cas, c'est toujours marquant quand j'ai fait toutes les fois où j'ai fait de l'hélicoptère, je me rappelle très bien de cette journée, de ce que j'ai fait avant, ce que j'ai fait après, etc. Donc, États-Unis, je peux que vous recommander, bien sûr, donc les 3 endroits, les 3 grosses régions où j'ai été. Washington, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits, notamment il y a le musée de l'air et de l'espace, je crois que ça s'appelle, où on voit, on peut toucher un bout de lune, on peut voir le premier avion, je crois le Bell X, qui a dépassé le mur du son, le module lunaire d'Apollo, je sais plus quel Apollo, tout ça. Apollo 11 peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, États-Unis, vous avez jamais été, ça doit être dans votre shortlist. Bon, c'est cher, hein, par contre, c'est très cher les États-Unis, tout est cher. Même accéder aux parcs nationaux. Alors, moi, j'avais pris un pass pour la côte ouest, mais sinon, c'est vraiment cher. Faut compter. Je pense Par contre, un petit tip, si vous êtes à 4, souvent les chambres d'hôtel ont 2 grands lits. Donc, si vous êtes à 4, ça divise quasiment par 2. C'est par rapport à si vous étiez juste en couple ou avec un ami. Le coût des États-Unis. Mais voilà, les États-Unis, c'est pas la peine de présenter. C'est trop bien. Allez-y. L'endroit. Alors, c'était pas la culture et tout, mais vu que c'était en décembre, aller en Floride, c'était incroyable. Côte ouest, j'ai adoré. J'ai tout aimé. Donc, les États-Unis, c'est top. Et on attaque avec le dernier pays. Si vous avez suivi mon classement, peut-être que vous pouvez deviner. Donc, c'est le pays qui regroupe un peu tout ce que j'ai apprécié dans mes voyages. Ça fait du bien de faire son introspection. C'est vrai que je l'avais jamais fait. Donc, qu'est-ce que j'aime? J'aime la culture, j'aime la bouffe. J'aime surtout quand je voyage, les pays qui sont sûrs, parce que ça donne beaucoup de sérénité en fait dans ces déplacements, dans là où on doit laisser ses affaires, etc. J'aime quand les gens ils sont avenants vers nous. J'aime quand c'est pas trop cher. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Aussi quand ça touche à l'enfance, enfin des souvenirs que j'ai pu avoir étant enfant. Les pays qui sont développés un peu en dehors de l'Occident, parce que je trouve ça très dépaysant. Et donc, on arrive à numéro 1, le Japon, pays tout en haut de mon classement. Alors bien sûr, ce classement pourrait varier selon les critères. Mais Japon, ça, si je devais recommander qu'un voyage à des personnes, je dirais va au Japon, parce que sécurité, facilité entre guillemets. Les points négatifs du Japon, la langue. Forcément, la lire, impossible. Heureusement, on avait les téléphones avec Internet, je crois, au Japon. Et donc, on peut traduire un peu les écriteaux. Parce que parfois, si tu trouves la chasse d'eau, c'est compliqué quand il y a 10 boutons. Et ensuite, la langue parlée, très peu de gens parlent anglais. Gros avantage du Japon par rapport à d'autres pays, c'est que quand vous lisez un mot, même avec l'accent français, les gens comprennent. Donc ça, c'est assez pratique, vous ne comprendrez rien à ce qu'ils disent, mais vous pouvez exprimer des choses. Et ensuite, il y a quelques personnes qui parlent anglais. J'avais aussi une greeter là-bas, donc c'était top. Si vous devez retenir un seul truc de cet épisode, les greeters. Par contre, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en Italie, il n'y en avait pas. Mais dans plein d'autres pays, j'en ai eu en Israël, j'en ai eu en Russie, j'en ai eu au Japon. Je ne saurais plus vous dire si j'en ai eu ailleurs. Et en tout cas, donc ça, c'est top. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé au Japon? Donc, j'avais fait Tokyo. Là, j'avais pas conduit, j'avais pris le Shinkansen. Donc, Tokyo, j'ai fait 1 semaine à Tokyo et franchement, je trouvais que c'était pas assez. J'aurais voulu rester encore plus longtemps ou y repasser ou même juste faire des vacances pour revenir à Tokyo. Donc, Tokyo, il y a les... En fait, c'est marrant parce que quand je suis arrivé, c'était la nuit, on était, il était 22h et j'ai rencontré par hasard, j'ai su qu'il y avait des amis alsaciens qui étaient là et on a dit on va rentrer à pied, on les avait rejoints
comment ça s'appelait? Golden. Voilà, j'ai retrouvé Golden Gay. On les a rejoints là-bas et après ils nous avaient dit ah ben vous pouvez. On a dit on va rentrer à pied, ça va mettre 1 heure. Ils ont dit vous allez voir, vous allez mettre 6 heures. Et en fait c'est ce qui nous est arrivé. On s'est arrêté partout, c'était n'importe quoi. Donc le Japon, vraiment, qu'est-ce que ça, nous on a été baignés là-dedans, un club Dorothée, etc. Le pays qui était en pleine expansion au moment où on a grandi. On pensait que c'était la technologie. Maintenant, c'est pas un pays que j'ai trouvé très avancé technologiquement. Alors, les robots et tout, ils sont pas mal. Il y a des restaurants où vous êtes servi par des robots ou des plateaux comme ça qui arrivent directement à votre table. Mais après, par exemple, un gros point embêtant du Japon, ils acceptent quasiment pas la carte de crédit. Donc, il faut se balader avec beaucoup d'espèces. Enfin, on n'a pas trop peur de se les faire voler, mais on sait jamais si on en a assez. Et puis, un peu dérangeant. Après, sinon, qu'est-ce que le Japon, trop bien, tout est bien en fait. Tokyo, donc c'est vraiment une fourmilière, il se passe plein de choses, il y a plein de trucs complètement insolites à faire. Il y a il y a des trucs, c'est assez bizarre, c'est comme des gros magasins en fait, de photomatons, où surtout c'est les filles qui y vont, elles se déguisent et tout ça, on avait fait ça. Ensuite, on avait fait un restaurant, alors c'était un peu bizarre, mais où tu pêchais ton propre poisson, et ensuite tu pouvais décider si tu le voulais en sashimi ou cuit d'une certaine façon. On a, il y a des tours entières de jeux vidéo, il y a je sais pas, franchement, ça ressemble à rien. Il y a une tour où où il y a un grand 8 dans dans la tour, en fait. C'est pas un parc d'attractions, mais il y a un grand 8 dedans. Donc, franchement, incroyable. Beaucoup de grandes roues qu'on a fait. Bouffe incroyable. Japon, pas cher, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Russie, Japon, 2 pays pas cher. Le seul truc qui était cher, c'était le pass pour le train. Je crois que c'était 300 euros pour 2 semaines. Mais sinon, hôtel, pas très cher. Bouffe, vraiment pas cher. Mont Fuji, incroyable. Voir le Mont Fuji, c'était un peu peut-être le même sentiment que j'ai eu au Machu Picchu. Les gens, chaque fois que vous leur posez, en fait, ils savent pas dire non, ils disent pas non. Donc, ils vous aident, même s'ils parlent pas bien anglais et tout, ils vous aident. On a fait un simulateur de tremblement de terre aussi. Donc Osaka, plus petite ville que Tokyo, mais aussi mélange bien, je trouve, un peu plus détendu peut-être. Et le côté, le Japon tel qu'on l'entend, et un peu plus petit. On avait été aussi à Kobe, manger du bœuf de Kobe. Donc Kobe, c'est une région qui est agricole, mais la ville, elle est hyper densément peuplée. Il y a aussi Nara, où il y a des daims, il y a Kyoto, où c'était la capitale du Japon. Enfin, d'abord, il y a eu Nara, Kyoto et Tokyo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, oui, Nara et Kyoto, capitale du Japon, à différentes époques. Que dire de plus? Aquarium, j'ai vu des requins-baleines dans un aquarium. Alors, on aime ou on n'aime pas les aquariums, mais en tout cas, voir des requins-baleines en vrai, on peut aussi en voir en plongeant dans certains endroits du monde. Donc, ouais. Tout était top. Les karaokés, je pensais pas aimer ça. En fait, ils mettent un genre d'autotune sur votre voix, les corriger, et ça fait un truc un peu genre fête foraine. Bref, et c'est pas le karaoké devant tout le monde, c'est dans des pièces comme ça à part. Il y a aussi pas mal de stands de baseball. Donc c'est comme en practice de golf un peu. Vous avez un distributeur qui vous envoie une balle super vite et il faut taper dedans. Donc ça fait vraiment des bonnes parties de rigolade. Donc le Japon, incroyable. Je vous conseille d'y aller. En plus, le yen, je crois qu'il a vraiment encore baissé. Le seul problème maintenant, c'est l'avion. Vu que les avions ne survolent pas la Russie, ça met plus de temps et c'est plus cher. Mais vraiment, je ne sais pas s'il y a des problèmes encore de visa. Mais je recommande à 100%. En fait, j'aurais peut-être dû faire un top 10, ça aurait duré que 1 heure. Le podcast là, il est à 1h26. J'espère que ça vous a donné envie d'aller dans un ou deux pays. Dites-le moi, dites-moi si il y a des pays dont j'ai pas parlé et vous me conseilleriez d'aller. Peut-être que j'y ai jamais été ou alors je les ai pas retenus dans ce top. Et j'espère que ça vous a donné envie pour un ou deux pays d'y aller, ou en tout cas de faire des gros billets pour vous payer des voyages comme ça. Vous en doutez, chaque semaine de voyage, ça doit coûter peut-être 2-3 000 euros si on prend tout compris. Donc j'ai pas mal voyagé, surtout depuis 6-7 ans. Et j'ai vu un peu beaucoup d'endroits du monde. Le seul endroit où j'ai pas été, mais j'ai plusieurs pistes, c'est en Afrique subsaharienne. Pourquoi pas? J'ai eu un auditeur du podcast qui m'avait invité. J'ai eu Chèque là, peut-être qu'on va aller en Côte d'Ivoire avec Nat. Ce serait top. Et Afrique du Sud, j'aimerais bien faire. Enfin, le monde est grand, le monde est vaste.
et on s'ennuie pas. Mais en tout cas, donc dites-moi en commentaire si vous êtes sur YouTube, pourquoi pas, ou sinon sur Insta, les pays que vous, peut-être votre top, peut-être pas obligé de faire un top 10 ou un top 15, mais peut-être le top 5, ou des pays un peu insolites. Moi, je dirais que ceux qui sont pas trop connus que j'ai fait, c'est Israël, Russie, que j'ai bien apprécié, Bulgarie aussi. Mais voilà, dites-moi un peu votre top et puis j'espère que ça vous a donné envie de vous projeter pour vos futures vacances. Je vous ai fait toutes les saisons là, hein. Le Japon, j'avais été au printemps. Dubaï, j'étais en automne. L'hiver, j'étais en Floride. J'étais à Madère. L'été, USA, j'ai fait l'été 2 fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, j'ai fait un peu toutes les saisons. Brésil, Argentine, on a fait en février. Donc voilà, à chaque Israël, c'était en novembre, je crois. À chaque saison, son voyage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Comme toujours, si vous voulez aller sur le podcast privé, il y a de la valeur pour la moins chère qu'on puisse trouver sur le marché de l'immobilier, podcast, investissement, je pense, francophone, et même dans le monde, www.boîteabillets.com. Et puis si vous voulez qu'on vous coach avec mon associé, ou vous former, ou m'appeler, ou que je vienne chez vous, www.grosbillets.com. Les liens, ils sont toujours dans la description. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine et j'ai plein d'épisodes d'avance. On va parler PLU, on va parler subvention, on va parler investissement hyper rapide, beaucoup de liens. J'ai aussi un YouTuber, Instagrammeur, mais pas en mode influenceur, très intéressant aussi pour tout ce qui est business online. J'ai beaucoup d'épisodes d'avance, j'ai bien charbonné cet été et donc vous n'allez pas vous ennuyer. À très bientôt, bye bye.